It is March 4, 2021, and you are watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. Coming up in this newscast, as women across the world look forward to the commemoration of the 36th International Women's Day come March 8, the parliamentarian women have been on the spotlight this morning at the National Museum in Yaoundé to showcase and inaugurate a photo gallery valorizing both the old and new generation of parliamentarian women. Our reporter Olivier Mbouzike was part of this event and will be filling in more details in this news. Also in the same spirit, the Cameroon Interpatronal Group, in its French acronym GICAM, has also celebrated today in its premises in Douala its heroines who non-stop have been fighting for the positioning of made-in-Cameroon goods in the market. This is also in line with its activities to commemorate the International Day of the Woman. Leila Renganzo will be telling us more in this news. Those are our top stories for tonight's newscast. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. We will kickstart this news straight away in the French language with you, Inès. Good evening, Inès. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information bilingue. Comme annoncé en titre, Journée internationale de la femme. Les femmes parlementaires sont en vitrine au Musée national de Yaoundé depuis ce matin. Une galerie photo a été inaugurée par la vice-présidente de l'Auguste Chambre avec pour objectif valoriser les anciennes et les nouvelles femmes parlementaires. Olivier Mbouzike. Transformé en musée parlementaire, le temps de la célébration de la Journée internationale de la femme. Plus de 300 photos dépoussiérées, la plupart noir sur blanc, sont exposées à l'attention des visiteurs. Sur ce tableau, par exemple, les images datent de 1973, année marquant la fin de la première législature de l'Assemblée nationale. Ce sont les visages des 7 femmes qui faisaient partie des 180 premiers députés de l'Assemblée nationale. Parmi elles, l'honorable Isabelle Ebanda Massoma a été la première femme élue membre du bureau de l'Auguste Chambre. En tant que femme, j'étais à l'aise. Avec mes collègues, il n'y avait pas de problème. L'Assemblée nationale d'aujourd'hui a fait des pas de géant. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Les femmes sont beaucoup plus performantes que nous à l'époque parce que nous étions très peu. Comme les premières femmes parlementaires, toutes les femmes ayant porté l'écharpe tricolore sont ici mises en vedette de la première à la 10e législature. Entre 1973 et 2020, le nombre de femmes parlementaires est passé de 7 à 61 femmes, avec davantage de femmes occupant des postes importants dans le bureau de l'Assemblée nationale. L'on découvre les premières femmes aux fonctions de vice-présidente, questeur, secrétaire et même présidente de commission. D'aucunes ont transité de député à sénateur grâce à leur dynamisme sur le plan politique. Ce musée des femmes parlementaires a été officiellement ouvert ce jour par la vice-présidente de la Chambre basse, l'honorable Emilia Mondjoa Lifaka. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Cameroun a déjà à 33% de femmes à l'Assemblée nationale. Je crois que même dans les grandes démocraties, certaines ne sont pas encore atteintes ce pourcentage. Les portes du musée seront ouvertes durant le mois de mars, le mois de la femme, dit-on. La commission entrepreneuriat féminin organise du GICAM organise au siège du GICAM à Douala la 3e édition de la semaine du 8 mars. Ça se déroule du 4 au 5 mars 2021 sur le thème comment mieux développer et faire représenter les femmes qui valorisent le Made in Cameroun. Leila Renganzo. Hommage mérité, le GICAM célèbre ses héroïnes, celles-là qui bâtissent et travaillent à faire connaître le Made in Cameroun. C'est le sens à donner à la 3e édition de la semaine du 8 mars de la Sève, entendez la commission entrepreneuriat féminin du GICAM. Une 3e édition construite autour du thème « Mieux développer et faire représenter les femmes qui valorisent le Made in Cameroun ». Et il y a dans ce pays, et c'est ce que nous avons voulu donner à voir,
Il y a dans ce pays des femmes qui travaillent, résilientes, des femmes qui au quotidien se lèvent tous les jours à 4 h du matin pour faire tourner leurs unités de production, pour aller acheter chez les agriculteurs, pour cultiver et qui nous permettent d'avoir à nos tables des fruits et légumes, des objets transformés. En tout cas, ces femmes dont l'apport à notre économie n'est ni quantifié, ni tracé, ni valorisé. Ce n'est pas en un événement qu'on leur donnera la valeur qu'elles méritent, mais cet événement était supposé les mettre en lumière, vous permettre de les découvrir. Alors pendant 48 heures, voire 72 heures, prenez le temps de rencontrer chacune de ces femmes productrices du Made in Cameroun, ces femmes qui animent notre économie, malheureusement en cachette, dans l'ombre. Aujourd'hui, nous les mettons en lumière. Lancé ce 4 mars, l'événement donne à voir une exhibition des produits Made in Cameroun. C'est ainsi que l'esplanade du JICAM à Bonanjo a été transformée en un véritable couloir de merveilles camerounaises. Du miel, des jus naturels, confitures, saucissons, infusions savon, cacao et dérivés. C'est littéralement toute la richesse du Cameroun qui est représentée ici. Nous pouvons vous dire que nous partons de la matière première agricole que nous transformons. On peut vous prendre l'exemple de la graine de couche par exemple. On part de l'huile tirée de la graine de couche qu'on appelle encore de pistache pour faire un savon régénérant, purifiant, qui est très adapté pour les bébés, pour les personnes du 3e âge et qui est un soin comment je vais dire, bénéfique en soins anti-âge et en traitement de la peau. Et en plus, nous avons d'autres matières premières telles que le café, le charbon actif, l'aloe vera, le curcuma, le cacao. Bref, à travers nos produits, nous développons énormément de filières agricoles. Bonjour monsieur. Je suis Manuela Njonko, la promotrice de la cuisine de Nounou, qui propose des produits prêts à l'emploi pour la Working Mom. Proposons des épices locales prêtes à l'emploi et des sauces barbecue pour faciliter la tâche aux Working Mom. Nos produits ne contiennent aucun additif chimique et sont très utiles pour le consommateur, pour la santé du consommateur camerounais. Seconde articulation de la semaine du 8 mars de la CEF du JICAM, un talk entre les entrepreneurs du Made in Cameroun et les femmes de la CEF. Entre autres objectifs, cette 3e édition se donne pour mission de rassembler les jeunes femmes entrepreneurs autour d'une thématique d'intérêt général et porteuse au plan économique. L'événement se tient les 4 et 5 mars 2021 et projette de réunir environ 500 personnes. On to this brief, the absence of African women participating in mediations at peace tables has been the main preoccupation of the Center for Human Rights and Democracy in Africa. During a workshop championed by Agbobala in Boya, Southwest region of Cameroon, the Human Rights Group has recommended the creation of a mechanism to facilitate the involvement of African women leaders in the prevention, management, and resolution of conflicts at the highest level. Let's get more on this workshop in this interview with Agbobala. Find a solution, and the women are the big stakeholders in ensuring that peace returns to the country. So it was just worthwhile that we do a workshop with women. I mean, we've been doing other workshops. Other organizations have been doing other workshops also. And when the British called for tender for the project, we submitted our project and we were approved. So it was very important as part of the project to do this workshop on the role of women as negotiators. Because if you've been in a peace conference, a workshop, or a negotiation meeting, you can tell that women have a wonderful role to play. They have an effect. They have a calming impact on the warring parties. So, and being a group of people who are kind of marginalized, we thought, and the fact that they are majority of the population, don't forget, all the major players have mothers. Everybody who is fighting in this conflict was delivered by women. So we felt that it was necessary for the women to get back to the role that, or the position that we think is theirs in this society, and let them take the mantle and see how they can contribute tremendously in us having a solution. My expectations is not really different from
the past, but I just want women to be more engaged and be more focused. Like, they should take the messages back into their communities and try to get as many people as possible on board, because it is not how much you do, but it's how small you do that really counts. You can start from your house, and from the house it goes to your neighbor, and from the neighbor, before you know it, it goes out to everybody. So the women should not only end here, they should take it back home and put it to practice. The Human Rights Report accusing the Cameroonian soldiers for raping women and killing civilians has been addressed by the government at a press conference where the report has been described as false and misleading. Catherine Corner digs deep into this report in the following report. Insecurity is predominant in some Central African countries in recent times. In nations like Cameroon, the Democratic Republic of Congo, the Republic of Chad, and the Central African Republic, armed conflicts and terrorist attacks is at the helm of affairs. With armed guns ruling the laws of the jungle, innocent civilians are forced to pay the highest price. It is deplorable that civil society organizations, women human rights defenders in general, and women defenders in particular, journalists and democracy activists working in the conflict zones are paying a heavy price. Journalists Henry Ngonda and John Isanga in the DRC, it is time for defenders to be respected and for their work to be officially recognized, hence the urgent need for the adoption of a law in the promotion and protection of human rights in Central Africa. As most perpetrators of evil are left untouched, the Network of Human Rights Defenders in Central Africa, REDAC, calls on human rights organizations to lay down effective strategies so as to fight against impunity. In the face of this theater of the dead fed by impunity and the restriction of civil space, including the demonization of women human rights defenders, REDAC calls on the African Union, the African Commission of Human and People's Rights, the United Nations, and the United Nations to urge Cameroon, Chad, the DRC, and CAR to put in place effective mechanisms to fight impunity, especially by reaching out to the sponsors. In order to attain justice for the lives lost in the ongoing crisis in Cameroon, a facts-finding mission must be sent to properly investigate and bring to book all the culprits. Faced with the resurgence of violence and numerous serious human rights abuses and crimes, particularly in Cameroon, the international community must quickly urge the authorities to accept an international fact-finding mission in order to establish the responsibilities that will allow the perpetrators to be arrested and the investigators to be known and punished rather than arrested. This will be justice for civilians and serve effectively in the fight against impunity. All these sum up the REDAC press briefing held today March 4, 2021, here in the economic capital, Douala. That was Rather Onila Donet on the press briefing of the Network of Human Rights Defenders in Central Africa, REDAC, who has been calling on African Union and other international human rights bodies to send a fact-finding mission to investigate the terrorist attacks in Central Africa and that justice should reign. And now we go back to the story where reports from the human rights group accusing the Cameroonian soldiers for raping women and killing civilians has been addressed by the government in Cameroon in a press conference where the report has been described as false and misleading. Catherine Corner digs deep into this report in the following story. Following the reports of Human Rights Watch accusing the Cameroonian soldiers for raping at least
20 women, including 4 with disabilities, arrested 35 men and killed 1 in Ibam, Manu Division in the southwest region. The government of Cameroon has described the report as false and misleading and accused the US-based rights group for being in complexity with separatist fighters in the diaspora. The rights group in the Lansing report of February 26, 2021 indicated that the attack on the village of Ibam in the southwest region was one of the worst by Cameroon's army in recent years. The soldiers, the Human Rights Watch said, burned 1 house, looted scores of properties and severely beat the men they took to a military base. According to the Deputy African Director at Human Rights Watch, sexual violence and torture are odious crimes that the governments have an obligation to immediately, effectively and independently investigate and bring those responsible to justice. She added that it's over 1 year and survivors of the Ibam attack are desperate for justice and reparations and they live with the disturbing knowledge that those who abuse them are walking free and have faced no consequences. It should be noted that Cameroon's northwest and southwest regions have been rife with violence since late 2016 as armed separatist fighters seek independence, which has been denied for the country's minority anglophone regions. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense a ouvert ce 3 mars 2021 à Yaoundé un séminaire de formation visant à renforcer les capacités des acteurs du pilotage des programmes budgétaires de ce département ministériel. L'idée est d'arrimer davantage ce département ministériel à la politique de performance selon la loi portant régime financier en 2021. Olivier Bouzic. Renforcer les capacités des acteurs clés du pilotage de la performance au ministère de la Défense. Tel est l'objectif visé à travers ce séminaire de formation ouvert ce 3 mars 2021 par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Globalement, l'idée de ces travaux est d'arrimer les programmes budgétaires du ministère de la Défense à la nouvelle stratégie nationale de développement SND 30. De manière synthétique, nous pouvons retenir qu'au-delà du respect de toutes les exigences habituelles de gestion budgétaire de l'État qui continueront d'être rigoureusement observées, l'exécution des budgets publics seront davantage planifiés, programmés, budgétisés, exécutés et enfin faire l'objet d'un suivi et évaluation méthodique pour le cycle bien connu et vulgarisé PPDS. En clair, ce séminaire rentre dans le périmètre d'une gestion axée sur les résultats, conformément à la loi portant régime financier de l'État qui prescrit une adaptation des services administratifs au nouveau paradigme basé sur l'évaluation de la performance des principales politiques publiques, mais aussi sur l'appropriation de nouveaux concepts pour un rendement plus efficace. C'est dans ce sens que le ministre Joseph Betty Assomo a prescrit aux participants une attention soutenue afin de mieux cerner les différents modules de la formation. Le ministère de la Défense reste résolument engagé dans l'amélioration des performances de son administration. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à la réactivité et à la flexibilité d'esprit, afin que nous puissions tirer de solides recommandations à mettre en œuvre au cours de la décade 2020-2030, période de mise en œuvre de la SND 30. Placé sous le thème « Le contrôle de gestion au service de la performance », ces travaux ont été ouverts en présence des hauts cadres de la hiérarchie militaire et du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mi. Les cours ont effectivement été suspendus dans l'école maternelle municipale bilingue du Grand Moulin, mesure prise pour respecter la décision du maire de Douala 1er, Lengue Malapa, de suspendre les cours dans cette école maternelle communale de sa municipalité afin de mener des opérations de désinfection. La Reine Ganze. Pas l'ombre d'un élève à l'école maternelle municipale bilingue de Grand Moulin ce 4 mars. Conformément à la note du maire de Douala 1er, les cours ont effectivement été suspendus le 1er mars
pour permettre la désinfection de l'école. Ceci en dépit de la note controversée du préfet du Vouri ou même encore de celle du délégué régional de l'éducation de base. Sur un tableau à l'entrée de l'école, on peut lire ce message adressé aux parents. Reprise des classes lundi, le 8 mars à 7h30. Et ce que les gens oublient quand on parle des écoles municipales, ce sont les écoles qui font partie du patrimoine de la mairie de Douala 1er. Ce ne sont pas les écoles publiques, ce sont les écoles construites par la mairie de Douala 1er. Les enseignantes font partie des effectifs de la mairie de Douala 1er. Donc c'est notre patrimoine. Et c'est pas pour rien qu'on a spécifié les 7 écoles maternelles de l'arrondissement de Douala 1er, parce que nous avons 7 écoles de proximité. Et pour s'assurer de l'effectivité de ces désinfections, une équipe de la mairie, notamment la responsable hygiène de Douala 1er, est descendue ce jeudi sur les lieux à l'école maternelle municipale bilingue de Grand Moulin. Donc il était de bon ton qu'on descende pour s'assurer que toutes les mesures d'hygiène sont prises. Et quand on parle hygiène, on parle hygiène de l'environnement également. Donc s'assurer qu'on a désinfecté par rapport aux mesures sanitaires, s'assurer qu'on est dans la continuité du maintien de la propriété des sites. On rappelle, le 1er mars dernier, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er décidait de la suspension des cours du 1er au 7 mars dans les 7 écoles municipales de sa commune. Sa décision est suivie d'une réponse cinglante du préfet du Vouri qui lui signifie son incompétence à prendre une telle décision. Sortie suivie de celle du délégué régional de l'éducation de base pour qui la mesure prise par Lengue Malapart est hâtive, non concertée et inappropriée. Force est de constater que ce 4 mars, les cours ont quand même été suspendus ici. And onto our foreign page with the VOA. Rampal grew up watching his village transform as high-yielding varieties of wheat and rice brought prosperity to the countryside in North India. It was called India's Green Revolution, but times have changed. Over the last 10 to 20 years, our profits have been dwindling steadily. That is because all costs of inputs into farming has increased, whether it is diesel, petrol, fertilizer or seeds. This massive farmers' protest along Delhi's highways against 3 new farm laws is now in its 4th month. It draws its sustenance from deepening discontent in villages like Dariyapur. Bhagwan Dahiya's livelihood has become more precarious. High-yielding varieties have depleted soil nutrition and water tables. Extreme weather events that can ruin crops have become more frequent. Dahiya feels his labor does not fetch adequate returns, but he does not know what else to do. We have no choice but to farm our lands. I am not educated, and in this country even qualified people don't get jobs. Who will give me one? And how can I move to another area of work when I am 45 years old? The disillusionment is echoed by others who mostly own small farms of less than 2 hectares. Young people like me want to leave farming. We slog the whole day in the fields and there is such little profit. Prime Minister Narendra Modi has repeatedly assured farmers that the new laws will improve rural incomes and encourage private investment in the agricultural sector. But these villagers echo fears voiced at protest sites of being exposed to market forces at a time when they already face rising uncertainties. The farmers here are not so educated that they will be able to negotiate with private players. They feel scared of being cheated. In the current system, at least they get paid. Some walk to protest sites. Others travel in tractors to join the rallying cry of farmers, legalizing a decades-old practice of price guarantees set by the government for 23 crops. There must be a law to offer minimum prices. Private players will not give us a good price without a legal guarantee.
As farmers browse the newspaper for latest news of the protest, this countryside vows to support the campaign till the laws are scrapped, however long it takes. Anjana Pasricha for VOA News, Daryapur, Haryana, North India. Le tribunal arbitral du sport reconnaît la légitimité de Seydou Mbombo Njoya à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est du moins la principale information à retenir de la nouvelle sentence du TAS sortie ce 3 mars sur l'affaire LFPC Fecafoot. Olivier Bouzik. C'est un rebondissement du moins évident au regard de l'évolution de l'affaire depuis la lettre de la FIFA du 16 janvier dernier, dans laquelle l'instance fêtière confie la gestion des affaires courantes de la fédération à l'équipe de Seydou Mbombo Njoya, déchue le 15 janvier 2021. Contestant le maintien de l'actuel exécutif à la Fecafoot, une cinquantaine de membres de l'Assemblée générale de 2009 ont créé le comité de gestion provisoire ayant à sa tête le sénateur Albert Mbida. Ce dernier, à son tour, suspend Mbombo Njoya et compagnie et saisit le TAS afin de revendiquer sa légitimité. Face à l'imbroglio, le TAS interpelle la FIFA le 16 février dernier et lui donne jusqu'au 26 février pour clarifier la situation à la Fecafoot. En réponse, la FIFA, dans sa lettre du 26 février adressée au TAS, a réitéré et confirmé la légitimité de Seydou Mbombo Njoya à la tête de la Fecafoot. Ainsi, dans sa nouvelle sortie du 3 mars, le tribunal arbitral du sport s'est basé sur le courrier du 26 février 2021 pour reconnaître officiellement Seydou et compagnie, à qui l'instance juridique compte désormais s'adresser directement dans les futures correspondances. Suite à cette décision du TAS, le sénateur Albert Mbida, dans un communiqué rendu public dans la soirée du 3 mars, dit prendre acte. Cependant, le président du comité provisoire de gestion de la Fecafoot accuse la FIFA de violer ses propres statuts. Il cite notamment les articles 19 et 59 qui disposent globalement que la FIFA ne reconnaît pas les organes d'une association membre n'ayant pas été élu ou nommé. Compte tenu de la situation, le président de ce comité provisoire envisage attaquer les décisions de la FIFA au tribunal arbitral du sport à Lausanne. Sur un autre plan, après le verdict du tribunal fédéral suisse du 9 février dernier, rétablissant la LFPC dans ses droits, le TAS à son tour vient de confirmer le rétablissement de la Ligue par le rejet de la requête en bifurcation déposée par la Fecafoot pour la dissolution de la Ligue. Seulement, le TAS compte examiner la question de la capacité de l'équipe dirigeante actuelle de la Ligue avec le fonds et rendra par la suite une seule sentence arbitrale. Si les capacités à gérer la Ligue sont reconnues au général Pierre Semengue et son équipe, l'organisation des championnats leur sera restituée. Pourtant, le championnat organisé sous l'égide de la Fecafoot, démarré le 27 février, est déjà parvenu à sa deuxième journée. C'est une affaire qui présage donc de nouveaux rebondissements. Séparation du Cameroun avec ses sélectionneurs, avec les sélectionneurs des Lions indomptables. Il y a eu Hugo Bros, Volker Finke. Aujourd'hui, c'est Clarence Seedorf, après avoir déboursé 114 millions et 700 millions de francs CFA pour dédommager respectivement ces deux ex-sélectionneurs de l'équipe de football du Cameroun. Ce sont 207 millions de francs CFA que doit débourser le Cameroun pour l'ancien entraîneur des Lions indomptables, Clarence Seedorf. La décision vient d'être prise par la FIFA, la reine Gonçalves. Environ 207 millions de francs CFA pour dédommager Clarence Seedorf. La commission de discipline de la Fédération internationale de football association vient de saisir la Fecafoot pour qu'elle verse cette somme à celui qui a été limogé de son poste de sélectionneur des Lions indomptables à l'issue de leur élimination lors de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Limogé à travers un communiqué de Seydou Mbombo Njoya le 16 juillet 2019, le Néerlandais avait alors saisi la FIFA pour contester son licenciement qu'il jugeait abusif. De ce qu'on peut lire dans les quotidiens, dans son contrat avec le Cameroun, une disposition indiquait que si le dit contrat venait à être rompu avant l'échéance, le Cameroun devrait lui verser 1 an et 4 mois de salaire. Notons que cette décision arrive au moment où la fédération camerounaise tente de relancer les championnats professionnels, une reprise qui nécessite d'énormes moyens financiers. Dans la sortie de la FIFA,
on peut lire que le Cameroun a jusqu'au 11 mars prochain pour s'exécuter. Plus que 8 jours, le chrono est en marche. Et c'est avec vous, Léla Renbanzeux, que nous mettons un terme à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir et restez sur STV. Bonsoir, Christelle. Good night, Inez. Thanks for joining in. It was a pleasure being in your company and have a blessed night.